Fawzi Derbouze, merci de nous accueillir ici dans ton quartier de Rosa Park. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton association les Night Trotters, d'où vient l'idée? Bonjour à tous. Alors, Night Trotters, club de randonnée de Rosa Parks, Paris 19e, a vu le jour lors de la première édition du 12 au 13 juillet 2019. C'est une réponse à la fatalité à laquelle je ne crois pas, pour faire suite à justement à la maladie nosocomiale que j'avais contractée en 2014. Du coup, ma réponse à la fatalité et puis à tout ce qu'ont pu dire certains médecins, ça a été ce club de randonnée. Alors, c'est quoi le principe? Écoute, j'aime à dire qu'on borde le soleil. Le soir, au moment où le soleil se couche, nous, on le met au lit. On part de nuit pour retrouver le soleil lorsqu'il se lève et on poursuit jusqu'au petit matin. Toute la nuit, jusqu'au bout de la nuit, on marche sur Paris et banlieue. Alors, pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Parce que, écoute, il n'y a pas mieux que de découvrir un territoire de nuit. De nuit, c'est magique, on est moins soumis aux nuisances sonores et ne serait-ce qu'aux voitures et gaz d'échappement. Et puis maintenant, il y a un côté inattendu, il y a un côté poétique, et la nuit, tous les chats sont gris. Et écoute, on y fait des belles rencontres. Et voilà, 2 jours, c'est un autre rendu. C'est très beau une ville, mais j'ai envie de dire aux gens, parcourez-la de nuit. Ça réconcilie avec le... Ça a son charme. Ça a son charme, tout à fait. Alors, à chaque édition, un parcours différent. Comment est-ce que tu conçois tes parcours? Alors, ils sont déjà pensés. Donc j'ai plusieurs parcours dans la tête. Ensuite, je prends des notes sur des fois des petits endroits ou des lieux qui pourraient avoir un intérêt à ce qu'on y passe. Je les note sur un petit grimoire que je ressors lorsque je dois composer un parcours. C'est une aventure à échelle humaine, c'est du collectif. J'aime qu'on parte tous ensemble. Ensuite, je dis aux gens, vous allez là où vos pieds vous ramènent. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a que des au revoir. C'est le moment que je préfère, le sifflet. Allez. Merci. On est parti. Alors, qu'est-ce que tu privilégies dans la conception de tes parcours? Des sites, des lieux, des monuments? Écoute, ça peut être des sites, des lieux, des monuments. Ça peut être aussi durant un parcours, le jour où on va passer, il y a une animation particulière, pourquoi pas, comme on a essayé de le faire avec la 26e édition lors de la Nuit Blanche à Paris. Alors, ce qui est fabuleux aussi avec ces randonnées nocturnes, c'est les rencontres. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais à l'avance qui on va rencontrer, tout à fait. mais les rencontres sont si belles. Les rencontres sont très belles, les gens sont toujours surpris. Alors des fois on a souvent des petites blagues, ça reste gentil en nous indiquant le chemin pour aller vers Compostelle. Bon, ça me fait rire et puis au final je trouve que ça nous colle bien parce qu'après tout j'aime à dire qu'on est une communauté, donc il y a vraiment la notion de communion, ça c'est important. Est-ce que tu as des histoires drôles comme ça à nous raconter qui se sont déroulées pendant ces parcours? Écoute, pour la première édition, j'ai eu un groupe de jeunes que je salue. 3 petits rigolos, ils étaient vraiment assez sympas. Et le plus grand de tous, il vient me voir et il me dit mais on dort quand? Je lui dis écoute, on dort pas. Il me dit c'est pas possible. Il m'a dit mais on va dormir. Je lui dis mais tu crois que je vais trimballer un mobil-home avec nous? Je lui dis non, on dort pas. On marche toute la nuit. Ouais, mais enfin il me dit il faut qu'on dorme. Non, mais je lui dis écoute, on dormira le lendemain. Alors il me dit, mais écoute, moi au début je crois que c'était un fake, qu'on allait être filmé de loin, avec une voix off qui dit à peu près les mots suivants, regardez-moi ces imbéciles, ils y ont cru comme si on pouvait marcher toute la nuit. Au final il est venu, alors il n'avait vraiment pas la tenue adaptée, mais il était dans un tel état d'euphorie qu'au final il est resté avec nous jusqu'à 7h du matin. Alors après, je tiens à préciser, il s'est sauvé lâchement sur une trottinette. Je lui envoie un petit clin d'œil, mais je n'en veux pas. On a passé un bon moment. Alors c'est un modèle que tu souhaiterais éventuellement exporter, déjà à l'extérieur de Paris, oui. Mais au-delà, est-ce oui. que tu aurais une destination comme ça de prédilection pour commencer l'expatriation des Night Trotters? Écoute, là comme ça, là maintenant, je te dirais l'Algérie. D'accord. Quelle ville en particulier en Algérie? Écoute, ça peut être Oran, ça peut être Alger, Gigel, la ville où je suis né, ça peut être plus dans les Aurès, la Kabylie. Maintenant, je préférerais descendre un peu plus et puis aller commencer l'aventure avec les voûtes célestes au niveau de Rabdaya. C'est une très jolie ville. Et, bien sûr. les paysages sont tellement fous, il y a une telle pluralité que j'aimerais marquer mon pas en Algérie. Alors maintenant, on va parler de toi personnellement, Fawzi Derbouze. Oui. Suite à une infiltration, tu es victime d'une maladie nosocomiale, c'était en 2014. Ouais. Et on te prédit alors que tu ne pourrais plus user de tes jambes. Ouais. Quelle a été ta réaction? Écoute,
Déjà, j'avais été assommé une première fois lorsque on a compris que la filtration s'était mal passée, que la fièvre étant là, on a vite compris qu'il était question d'infection. Lorsqu'on m'a annoncé ça, bon, moi au début, ça me dépasse. Hein, je savais ce qu'est une maladie nosocomiale, maintenant je ne sais pas les dégâts que ça fait. Alors déjà, tu es dans un état, tu ne tiens pas debout. Toutes les positions sont insupportables les unes aux autres. Lorsqu'on m'a dit que je ne pourrais pas remarcher, écoute, le monde s'est dérobé. À ce moment-là, je ne pensais même pas à moi. Je pensais à ma fille. Elle était petite à l'époque, aujourd'hui ma fille est née. Et je me disais, mais mince, si je ne peux plus tenir debout, comment je m'occupe d'elle, comment je monte mes marches, comment je fais pour le quotidien. Et j'arrivais pas à le concevoir. C'est brutal, on te le balance d'un coup. On te dit juste, voilà, ça va être comme ça. Et, écoute, le début, il a été difficile. Franchement, il faut accuser le coup. Après, ce qui est assez curieux, c'est que tous les matins, suite au microbe que j'ai contracté, j'ai été 2 mois et demi à l'hôpital Beaujon. Tous les matins, quand je descendais à la cafétéria, je croisais l'interne qui m'avait piqué. Et je tiens à absolument raconter cette histoire parce qu'elle a un sens. Vois-tu, j'étais là en me disant, bon, elle l'a pas fait exprès, hein. C'est pas levé un matin en se disant qu'elle allait me bousiller ma vie. Je me dis peut-être qu'à un moment ou un autre, elle allait venir me voir pour dire, écoutez, je suis désolé, monsieur. Voilà. Juste, j'attendais un je suis désolé, puis j'aurais tourné la page. Je me dis, c'est bon, maintenant, c'est une chose de régler. Et au final, tous les matins, j'ai croisé, tous les matins, j'attendais après quelque chose qui ne viendrait jamais. J'ai fini un jour en remontant dans la chambre à me dire, mais écoute, la suite, ton bien-être, ton salut, il ne va pas rester suspendu à un pardon d'une personne pour qui tu étais un patient parmi tant d'autres. Bon, pas de bol, ça t'est tombé dessus, mais c'est comme ça, et puis point barre. Vraiment, j'ai compris que je ne pouvais pas aller si je ne tournais pas cette page. Cette page, j'y avais mis une condition, c'était qu'elle me dise pardon. Au final, écoute, quand je me suis retrouvé dans ma chambre, je me suis dit, c'est moi qui la pardonne. Donc je l'ai formulé, hein, j'étais comme ça face à ma fenêtre et j'ai dit, écoute, c'est pas grave, tu l'as pas fait exprès. Je n'aurai jamais de pardon de ta part, mais moi, je t'en veux pas. Voilà, c'est moi qui te pardonne, c'est pas grave. Et une fois que j'ai lui accordé ce pardon, il faut qu'il soit sincère, hein, ça marche pas comme ça, c'est pas de la magie. Mais je le voulais et là, je me suis dit, voilà, déjà, j'ai pas de bouc émissaire, il n'y en a pas besoin. Et puis, j'ai pas envie de finir aigri et en colère contre la terre entière parce que je n'ai pas accepté ce qui m'est arrivé. Pour passer ces genres d'épreuves, hein, ça peut être la santé ou ça peut être un proche qui disparaît, que sais-je. Il faut accepter ce qui nous arrive. On n'a pas la main surtout. Alors, je pense aussi que tu voudrais nous parler de ton parcours du combattant sur le plan médical, avec la solitude qui va avec, la surdité aussi de certains praticiens, le manque de considération. Je sais que tu as une relation avec des produits particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous donner aussi cette mise en garde qui te tient tant à cœur? Oui, alors écoute, moi j'ai été gâté. Les douleurs étaient telles que je suis monté très vite en gamme au niveau de tout ce qui est opiacés, opioïdes. Donc juste pour vous donner un aperçu, le tramadol, ça ne fait pas grand-chose. Je pouvais prendre une plaquette en une journée, les douleurs elles étaient là. Donc très vite je suis passé à l'oxycontin, l'oxynormoro, l'actiscanan. Toutes ces substances, il faut savoir que les toxicomanes les adorent. Voilà. Et jusqu'à avoir la palme revient au fentanyl. Fentanyl, c'est ce qu'on appelle l'héroïne liquide ou médicale. De l'avis de beaucoup de médecins, c'est 40 à 50 fois plus fort que l'héroïne que prend un junkie dehors. Donc moi, on me l'a administré assez vite. C'est pas plus gros, c'est sous forme de patch. C'est pas plus gros qu'un timbre. On se colle sur la peau, ça diffuse à peu près. C'était toutes les 7 heures. Quand j'ai commencé à le prendre, ce qui est sûr, c'est que c'est très efficace. La douleur, il n'y en a plus. Mais alors, l'état dans lequel ça vous met, c'est incroyable. Et quand j'ai commencé à me rendre compte qu'au final, oui, c'est bien, la douleur, il n'y en a plus, mais ça commence à me changer. Ça vous change vos humeurs, ça a changé même mon regard. Les gens commencent à avoir peur de vous. J'avais des fois vraiment une tête de déterré, quoi. Je faisais vraiment peur. Et ensuite, quand les effets s'estompent, alors là, vous êtes dans un mal-être pas possible. Bref, quand j'ai compris que là, je partais dans une voie de garage, j'ai commencé à en parler à plusieurs médecins en leur expliquant que
je voulais me sevrer, quoi. On me l'avait promis à l'hôpital. Durant mon séjour de 2 mois et demi, on ne m'a pas sevré. On m'a relâché en pleine nature, j'étais complètement fou. Si j'ai un conseil à donner pour ceux qui ne connaissent pas, tapez fentanyl sur un moteur de recherche et vous verrez le carnage qu'il y a eu aux États-Unis. Ils ont eu une crise sanitaire sans précédent, notamment à Cleveland, où on a administré le fentanyl à outrance. Au final, on en meurt de cette saleté. C'est tellement fort que vous pouvez être en train de marcher, en train de faire vos courses et tout simplement passer de la vie au trépas. Donc si j'ai un message à donner, et si même je pouvais partir en guerre contre ces laboratoires, je le ferais, mais j'en ai pas les moyens. Mais c'est pas une voie, c'est une voie sans issue. Ça sera un aller sans retour et je vous garantis qu'à la fin, si vous avez des proches qui en prennent, vous ne les reconnaîtrez plus. Donc moi je me voyais finir en psychiatrie. Alors j'ai alerté les médecins. Bon, on t'enferme, on te dit écoute c'est comme ça et pas autrement. Il y a eu des médecins qui m'ont découragé. Dont une en particulier, que je nommerai pas, ni dans quelle discipline elle était, mais une médecin généraliste qui me dit « Mais monsieur Derbouze, on ne peut pas arrêter. Quand on a pris du fentanyl, on prendra des opiacés jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est du grand n'importe quoi, vous ne pourrez jamais arrêter. » Écoute, au final, j'y suis parvenu. Ça n'a pas été simple, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de façon douce. Puis au final, non, j'ai compris qu'avec moi-même, il fallait que j'aille de manière brutale. Donc j'ai arrêté. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Je ne le recommande pas, mais j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ça a été un sevrage difficile. Et je pense aujourd'hui m'en être sorti. Alors toi, tu es convaincu qu'il y a des alternatives, que Il y a des alternatives. les patients, ceux qui en ont besoin, peuvent s'en passer. Oui. Quelles sont les alternatives que tu proposes, dont tu es au courant, par exemple ? Moi, ce que je peux inviter les gens à faire, c'est... tout dépend après de leur niveau de... Si ce sont des gens à mobilité réduite, qui voient ensuite avec le médecin, le rhumato, jusqu'où ils peuvent aller. Mais en soi, moi, je connais beaucoup de gens qui ont mal au dos. Bon, moi, c'est plus qu'un mal, mais il n'empêche, je suis dans cette catégorie. Mais on ne dit pas assez aux gens que la marche peut leur être salutaire. La marche fait du bien. J'aime à dire que nous, tel qu'on la pratique, mais ça s'applique à tout le monde, la marche, j'aime à dire que ça répare les corps et ça soigne les âmes. Donc, ne sous-estimez surtout pas les vertus et le pouvoir de la marche, il est assez incroyable. Après, j'ai qu'une envie de dire, c'est éviter tant que vous pouvez le fentanyl et même le reste des opiacés. Et puis, c'est un sacré travail. Il faut apprendre à vivre avec la douleur. Moi, elles n'ont pas disparu. J'ai appris à vivre avec la douleur. C'est pas simple. J'aime à dire que c'est une compagne, mais qui arrive encore à me surprendre aujourd'hui. Mais je vous assure, je préfère 1000 fois supporter les douleurs que j'ai, parce que j'arrive à les sublimer, ces douleurs, que de ne plus les avoir et puis d'être complètement endormi jusqu'à la fin des temps. Donc les randonnées, remède pour la santé ? Remède pour la santé et l'esprit. Alors le soutien de ta famille te rassure, te donne de la force ? Oui, dans toute cette aventure, j'estime que je suis chanceux. J'ai beaucoup de chance parce que je suis très entouré, donc entre le moment où il s'est passé ce drame et le moment à l'hôpital et l'après, oui, j'ai une famille qui prend soin de moi. Ils s'occupent bien de moi, ils sont assez présents. J'ai été bien entouré, l'air de rien, il y a besoin parce que, à un moment ou à un autre, ce qui peut vous donner de la force et puis vous donner envie de vous battre, c'est tout simplement l'amour. L'amour que vos proches peuvent vous témoigner. Et ça, je sais que ça fait sourire beaucoup de monde, mais je ne suis pas un super-héros, je n'ai pas plus un mental que d'autres, mais si je tiens encore debout aujourd'hui, c'est une question d'amour. Voilà. Bien dit, bien dit. Les participants sont absolument ravis de ces randonnées une fois qu'ils y ont goûté. Ouais. Pour toi, donc, l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. J'aime alors dire des fois, attention, c'est addictif. On vient une première fois par curiosité ou juste parce qu'on a envie de faire un truc insolite. On revient une deuxième pour les mêmes raisons. À partir de la troisième, on y a pris goût. On y prend tellement goût, c'est que des fois, il arrivait que certains et certaines, comme je limite des fois les places, bon, ils m'ont fait un petit peu la tête, c'est gentil, mais si vous voulez, ils ont tellement pris goût qu'ils ne comprenaient pas qu'ils ne puissent pas revenir. Mais il n'y a pas eu de fâcherie. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas contents, j'ai entendu. Ils sont toujours là, on prend beaucoup de plaisir et ouais, c'est une très belle aventure. Que voudrais-tu qu'on le retienne de tes randonnées ? Les rencontres. Parce que la richesse, ça réside là. C'est que vous allez rencontrer des gens
Alors ça arrive que des fois des personnes, les nouveaux notamment, quand ils me demandent comment se compose le groupe, j'aime rarement dire le nombre. Et je préfère leur dire, bah, écoutez, c'est un groupe charmant, parce qu'il y a des charmantes personnes. Ouais. Et c'est vraiment, pour le coup, on est sur plusieurs générations. Notre aîné, Peter, que je salue, 76 ans. Ensuite, il y en a deux autres. Il y a Daniel et David, 74 ans. Je les salue tous les trois. La plus jeune elle avait 9 ans. Elle était venue, justement, c'est la petite fille de Peter. Donc voilà, 9 ans jusqu'à 74. L'amplitude est assez grande. C'est des gens de divers horizons. Moi, je dis que... Enfin, quand on me demande, on me dit qui peut venir, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, mais pas n'importe qui. Je ne traite ni des névroses, ni des caprices des gens. Mais venez avec votre bienveillance, venez simplement, et puis écoutez, préparez-vous à partager une belle aventure. Et le plus beau à retenir, c'est les gens qu'on rencontre, et les situations, et le fait de repousser la nuit en partageant un effort collectif. Ça peut que créer du lien, parce qu'on est tous sur le même niveau, on se regarde des fois à des heures bien avancées la nuit, on n'est pas forcément beau à voir, mais on rigole nerveusement, et au final, l'alchimie a pris, et quand je vois la bienveillance qu'il y a, je me dis, pareil, réussi, on continue. Super Fawzi, et allez, c'est la dernière question. Ouais. Est-ce qu'au final, tu te rends compte que c'est toi qui donnes de la force aux gens? Écoute, on se nourrit tous. J'en donne parce que, du retour que j'en ai, et les gens le confirmeront, il y a une chose qui les touche le plus, c'est l'accueil. Et moi, je le fais tout naturellement. Je me dis, la moindre des choses, c'est que les gens, ils viennent parfois de loin. Et là, ils s'apprêtent à passer une longue aventure durant toute la nuit. Et je me dis, le minimum, c'est de les accueillir chaleureusement. Donc, je le fais, voilà, je n'ai pas à me forcer. Pour moi, l'accueil, c'est important. Et ensuite, j'essaye durant toute la nuit de parler avec chacun, notamment les nouveaux, pour qu'il y ait un échange. Et puis j'aime bien que chacun en fasse autant pour qu'on retienne au moins de chaque aventure un ou deux prénoms. Et après, il y avait une chose aussi qui m'a été reprochée, mais juste par une personne, mais on a fini par se comprendre. Il me reprochait un côté paternaliste. Et je lui dis non, j'en suis pas arrivé à un âge où je radote. Mais quand je demande 20 fois à une personne si ça va, c'est parce que je me fais du souci et je tiens à savoir comment vont les gens. Voilà, c'est de la bienveillance. J'ai besoin de savoir quand ça va et quand ça va pas. Parce qu'on est un groupe et le groupe porte. Et donc au final, je leur donne et ils me rendent tout autant. Et on se nourrit tous ensemble et écoute, c'est vraiment, il y a un effet de synergie. Et pour le coup, quand on est plusieurs ou quand on est ensemble, on est plus fort. Écoute, on le voit une fois par mois. Je te remercie beaucoup, Fawzi. Merci à toi.